Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. Cette fois, Paprec va plus loin en donnant son nom à la transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, désormais baptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui va marquer l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée et qui va donner aux femmes skippers une nouvelle place pour développer leur talent et s'exprimer. Alors rendez-vous à Concarneau en avril 2023. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. On a profité du Grand Prix de CELGP en France pour aller chercher notre invitée. On s'est mis un peu à l'abri parce qu'il y a beaucoup de bruit sur la base technique ici à Saint-Tropez. Alors, elle est là, elle est avec nous. Elle a ses grands yeux qui sont tout le temps en train de vous sourire et ça, je peux vous dire que c'est drôlement appréciable. Elle a aussi un sacré franc-parler, parfois un humour qui picote. Mais du haut de ses 30 ans, elle compte déjà 2 préparations olympiques. Elle a représenté la France aux derniers Jeux de Tokyo avec Quentin Delapierre en Accra 17. Et elle navigue aujourd'hui sur les F1 des mers en CELGP avec l'équipe française. C'est Manon Ondinet qui est notre invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Manon. Bonjour à tous, très heureuse d'être ici. Est-ce que vous allez bien d'abord ? Ça va super bien. Ça peut aller que bien parce qu'hier on a fait une super journée sur l'eau et on a le nouveau record de vitesse sur les F50, donc je suis trop contente. Manon, si je vous dis la voile et les femmes, la place des femmes dans le sport, dans ce sport, vous répondez quoi ? C'est vaste, hein ? Ouais, c'est très très large comme question. Moi, je me suis toujours sentie à ma place dans ce sport. Je me suis jamais vraiment posé la question depuis que je suis petite et que j'ai commencé. Mais maintenant qu'on arrive dans des circuits plus professionnels, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut un peu plus se battre pour justement avoir notre place. Mais ce qui est top, c'est qu'aujourd'hui, même si on doit passer par des obligations, on a plus accès à des projets comme le projet de CIGP. Et voilà, j'espère que c'est le début de belles années pour les femmes dans la voile. Je pense que voilà, aujourd'hui, c'est encore un peu une question de quota, mais quelque part, ça nous donne aussi notre chance de montrer qu'on peut être aussi performante que les hommes, et il faut prendre cette chance-là et pas le prendre comme juste l'obligation d'être ici pour faire joli ou pour juste marquer des points. Et voilà, à nous de montrer qu'on est aussi performante qu'eux et qu'on peut mériter tout autant notre place. On va y revenir justement à ces histoires de quotas, à ces histoires de se faire une place. Mais avant, j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Ça a commencé comment, votre histoire avec la voile, avec la mer ? C'est pas votre grand-père qui vous a initié à tout ça ? C'est venu comment ? C'est venu, oui, alors quand j'étais petite, on faisait du bateau avec mon grand-père en famille le week-end. J'adorais être sur l'eau, mais j'aimais pas forcément m'occuper de la performance du bateau, on va dire. Et ouais, j'étais contente d'être dehors avec ma famille, c'était super sympa. Et c'est pas venu tout de suite. Voilà, l'anecdote, mes parents, s'ils écoutent ce podcast, ils vont rigoler, c'est que j'avais gagné un stage de voile au loto de l'école et j'ai jamais voulu y aller. Ils avaient dû le donner à mes cousines. Et donc, ils étaient fous parce qu'ils trouvaient ça génial de pouvoir faire une semaine de voile gratuite. Et quelques années après, j'y suis retournée. Et après ça, j'ai plus jamais lâché le morceau. Je suis tombée sur
sur une personne qui était mon moniteur l'été et qui m'a dit tu veux pas venir faire du catamaran à l'année, il y a une équipe de compétition, ça peut être sympa. Et je dis bah oui, pourquoi pas. Et il m'a dit ce sera juste le mercredi et le samedi, c'est pas grand chose de plus. Donc j'ai vendu ça à mes parents et puis en fait, c'est parti après en école de compétition sur les championnats de France minimes et tout ça. Et je lui dis merci à lui aussi d'ailleurs, à Fabrice Denis, c'est un super entraîneur que j'ai eu à La Rochelle et qui suit toujours les jeunes et qui pousse, qui fait pas de, qui choisit pas entre les filles et les garçons, il les met tous au même niveau, il y a pas de comparaison là-dedans et il les forme super bien. Donc ça fait plaisir de voir que tout petit déjà, il les pousse comme ça. D'ailleurs, justement, à l'époque, vous étiez autant de filles que de garçons. Vous étiez un peu moins de filles que de garçons. Je me rappelle avoir passé une saison où j'étais la seule fille. Quand on est petit, c'est pas simple parce que c'est encore l'âge où il y a assez de distance entre les filles et les gars. Et non, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de filles qui sont arrivées. Et après, arrivé à l'âge à la fin du lycée, c'est là où les filles redisparaissent un peu parce qu'elles préfèrent aller faire des études. Et je sais que ça les fait. C'est souvent la question qu'on me pose quand je vais à la rencontre des jeunes, c'est comment t'as fait avec tes études pour pouvoir mêler les deux. Et je leur dis moi j'ai vraiment fait le choix de mettre la voile en numéro 1 et les études en secondaire et plutôt adapter les études à la voile. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Mais et voilà, c'est souvent un frein pour je sais pas pourquoi, plus pour les filles que pour les garçons. Et ça, c'est vraiment parce qu'on est polarde, c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus parce qu'on voit que c'est quelque chose qui les angoisse, quoi. Et encore, il y a 2 jours, on est allé voir toutes les Inspire qui sont là, qui font la régate en WASP et c'est la première question qui est tombée, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, je pense, pour les rendre à l'aise avec ça et leur montrer que les deux sont largement possibles. Et vous feriez quoi, vous? Pour leur montrer que les deux sont possibles? Oui. Déjà, il faut pas se mettre de barrières. Je pense que la vie, c'est que des expériences. Il faut juste vouloir faire le plus de choses possibles et le plus de choses différentes aussi possibles. Et au final, j'ai l'impression que plus on a de projets à mener en même temps, plus on est stimulé et ça peut être que bénéfique. Après, je pense qu'il faut bien organiser tout ça. Je pense qu'on peut pas vouloir tout faire à 100%. Il faut mettre des curseurs dans chaque domaine, et prendre peut-être plus de temps pour finir ses études si on veut plutôt mettre l'accent sur la voile. Après, voilà, il y a des personnes qui peuvent être là pour nous aider à organiser tout ça, mais rien n'est impossible. C'est que des challenges à surmonter. Manon, tu nous as parlé de ton premier entraîneur. C'est qui les personnes qui ont aussi inspiré ton parcours, qui ont jalonné ton parcours, qui t'ont permis d'avancer et puis d'être là où tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a une qui ressort, qui t'a inspiré plus que les autres? Une femme ou un homme d'ailleurs, hein? Qui m'a inspiré? C'est sûr que d'avoir fonctionné aux côtés de Charline à La Rochelle, c'était une super chance. Charline Picon. Ouais. J'ai eu la chance de faire beaucoup de prépa physique avec elle et de la croiser dans des moments où on n'était que toutes les deux. On avait le même préparateur physique et du coup, partager ces moments avec elle, c'était sympa, et de voir la niaque qu'elle avait pour mener tous ses projets de front, parce qu'elle en a quand même mené 3 de front, avoir une médaille au jeu, avoir une petite fille et après monter son centre médico-sportif à La Rochelle. Et moi, déjà, un projet, j'avais l'impression que des fois que c'était insurmontable. Donc ça, c'était un super modèle. Et voilà, après, bien sûr, la famille, ma mère aussi, c'est un super modèle qui s'est toujours battue pour avoir la vie qu'elle a aujourd'hui. Et c'est toujours sympa d'avoir ces personnes-là autour. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ta maman, elle t'a donné quoi? Elle t'a inculqué quoi comme valeur, justement? Déjà, je pense que mes 2 parents m'ont laissé choisir ce que je voulais vraiment faire. Ils m'ont pas obligée à partir dans les études, alors qu'ils voyaient bien que c'était clairement pas mon domaine de prédilection. Donc, m'avoir fait confiance, en fait, m'avoir poussée à juste faire ce que j'avais envie de faire et avoir été à 100% derrière moi, je trouve ça assez génial, tout en me laissant faire ma vie, quoi. En fait, tu veux faire ça, ok, vas-y, assume, vas-y à fond. On sera là quand il faut. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial, quoi, de pouvoir vivre une vie où on rentre pas forcément dans les cases et où c'est assumé par tout le monde, quoi. La famille est fière de nous, et ça c'est assez génial. Et ils sont venus hier sur l'eau pour la première fois voir les F50. Les pauvres, ils n'ont pas été déçus. Je pense qu'ils ont pris un petit coup de stress quand ils nous ont vus cracher. Pour la première fois, ils nous ont croisés sur l'eau, c'est quand on a craché à une bouée sous le vent. Et ils se sont dit, je
Je pense qu'il y a des fois, ils se disent, mais pourquoi on l'a laissé faire ça, en fait? Et en même temps, je pense qu'ils étaient super fiers et contents d'être là, donc c'est cool de pouvoir partager ça avec eux. Quand tu leur as dit, bon, les études, je vais laisser ça un peu de côté, ou en tout cas, ce sera pas la grande priorité, je vais aller faire du bateau, je vais aller faire de la voile. Ils ont eu peur un peu, est-ce qu'il y a eu un discours à un moment quand même de, t'es sûr, dans quoi tu t'embarques? C'est pas, non, je crois pas me souvenir de ça. Là, je me rappelle une fois quand j'étais petite, je sais plus ce que j'avais dû faire, peut-être quelque chose de pas bien à l'école, et il m'avait sucré une journée d'entraînement et j'en étais malade. Et ils l'ont plus jamais refait, du coup. Je pense que ce jour-là, ils ont compris que voilà, il fallait peut-être miser plutôt sur le sport que sur les études pour me rendre heureuse. Et non, ils ont toujours été au taquet, prêts à faire des kilomètres pour m'amener au dernier moment à faire une régate à l'autre bout de la France. Il n'y a jamais eu de blocage de ce côté-là. Et voilà, la consigne, c'était fais le minimum à l'école pour qu'on te laisse tranquille, en fait. C'était ça. Et après, fais ce qui te fait plaisir et sois la meilleure dans ce que tu veux faire, quoi. C'est quoi justement à l'époque et même encore aujourd'hui ce qui t'anime, ce qui te donne la niaque, ce qui te donne cet esprit de compétition là qui est quand même bien accroché? Ouais, j'essaye de vraiment tous les jours me dire regarde la chance que tu as de faire ce que tu fais, quoi. Enfin, hier encore, moi j'avais l'impression d'être un enfant sur le bateau et j'ai pris un plaisir de dingue à naviguer avec l'équipe sur le bateau. Et moi, ce que j'adore aussi dans ce qu'on fait, c'est pas, bien sûr, le résultat et le challenge. Quand je suis sur l'eau, j'ai clairement envie d'être devant les autres, ça, il n'y a pas de doute, mais il y a aussi le fait de procurer des émotions aux gens autour de nous, ça, c'est super important. Et hier, il y avait les familles de tous les gars de l'équipe qui étaient là, et on voyait tout le monde super heureux, trop content de pouvoir aussi visiter la base, le bateau, de rentrer un peu dans notre monde. Et ça, c'est super important pour moi. Les émotions que le sport procure, ça me stimule vraiment, vraiment fort. Qu'on gagne ou qu'on perde, mais voilà, pareil, le souvenir de Copenhague quand on gagne, quand on rentre en finale et qu'on finit deuxième, l'émulation que ça amène à bord et voir toute l'équipe super heureuse, pour moi, c'est les meilleurs moments, ça. Alors vous la voyez pas, hein, moi j'ai la chance de la voir en face de moi, mais je peux vous dire que quand elle parle de ça, il y a les yeux qui brillent, il y a le smile d'une oreille à l'autre, c'est très communicatif. En tout cas cette passion, c'est plutôt chouette, ça fait du bien. Ouais, c'est sûr. Maintenant, ceci dit, vous venez de l'olympisme, c'est là où vous êtes allé chercher les qualifications pour les Jeux, vos médailles au championnat d'Europe, et vous venez d'une série qui a cette particularité d'être mixte. Donc vous avez fait une préparation olympique avec Moana Véro, vous avez fait évidemment la préparation, ça y est, je me remets à vous voyez, Ouais, oui, merci. C'est mieux. La préparation olympique avec Quentin, et puis les Jeux à Tokyo, ça a quoi de particulier justement de naviguer sur un équipage mixte? C'est une question. En fait, j'ai commencé moi ma carrière quand j'étais toute petite en mixte. Je pense que depuis que j'ai commencé la voile, j'ai plus souvent navigué avec des garçons qu'avec des filles. Donc pour moi, c'était quelque chose de normal en fait. C'était plutôt plus dur pour moi d'aller chercher des projets féminins que Pourquoi mixtes. Je sais pas, parce que justement, c'est ce que notre entraîneur nous avait inculqué quand on était petits, c'est que filles-garçons s'en fichent en fait. Et à l'époque, il y avait plus de garçons que de filles, donc c'était plus simple de trouver des projets mixtes. Et surtout dans le catamaran où il y a pas assez de, il y a moins de filles que de garçons, donc c'est toujours plus compliqué de créer des séries 100% féminines et des classements 100% féminins. Donc non, pour moi, c'était plutôt quelque chose de normal, en fait, et j'étais plutôt sereine à l'idée de devoir naviguer avec des garçons. Avec Moana, il y avait une différence d'âge qui faisait que peut-être pour lui, la démarche avait été plus dure de se dire, là, il va falloir que je lâche mon barrage pour aller naviguer à mon équipier pour aller naviguer avec une fille. Vous l'avez ressenti, l'as ressenti. C'est vrai qu'il y a 10 ans d'écart entre Moana et toi. Ouais. C'est vrai que juste 10 ans, en fait, ça fait déjà une grosse différence. Avec Quentin, on a le même âge, on est de la même année, et c'était vraiment différent, sans que ce soit forcément négatif, mais c'est vrai que on sentait que pour eux c'était pas naturel, quoi. C'était quelque chose qui leur était vraiment imposé et qu'il fallait faire une démarche pour aller naviguer avec une femme. Et là, ce qui fait plaisir, c'est que chez les jeunes, on voit que c'est quand même de plus en plus simple.
Et on les voit tout le temps sur l'eau partager des choses ensemble. C'est des groupes de potes constitués. Il y a à peu près autant de filles que de garçons. Donc ça donne confiance pour la suite. Quand justement tu dis qu'avec Moana c'était pas forcément évident pour lui, qui est d'une génération différente, hein, tu sens que tu as dû faire ta place, gagner sa confiance? Ouais, je pense que oui, il faut clairement se donner un peu plus pour montrer qu'on peut être aussi forte qu'un garçon. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est que on nous donne moins la chance de prouver qu'on peut être aussi forte, et souvent on a moins de temps aussi pour le prouver, ou en tout cas moins de temps pour s'y entraîner. Et du coup, quand on est là, faut qu'on soit vraiment à 1000% pour montrer que oui, potentiellement, on peut valoir quelque chose, quoi. T'as senti que tu devais faire ça dans cette préparation pour les Jeux de Tokyo de Rio, pardon, avec Moana. C'était pas si évident que ça? Non, c'était pas si évident. Et après, au fur et à mesure, on passe tellement de temps ensemble, enfin, on passe notre vie ensemble à s'entraîner, et voilà, on avait plutôt une relation sympa. Donc ça c'est plutôt, ça a pris une forme plus simple au fur et à mesure du temps. Mais oui, au début, faut montrer qu'on est là, qu'on en veut, et qu'on en veut autant, voire plus qu'eux, en fait. Et avec Quentin, qui est donc de la même génération que toi, Quentin Delapierre, bien sûr, c'était plus évident, c'est ce que tu dis? Ouais, je pense que c'était un peu plus simple. Et surtout, la grosse différence avec Quentin, c'est que garçon, je pense qu'il s'en fiche, il voit juste la performance. et je pense que c'est là où j'ai réussi à me démarquer, et à le faire valider le projet, parce que c'est moi qui l'ai appelé pour lui demander s'il voulait partir sur une préparation olympique. Donc déjà, en plus, la démarche, elle venait de toi, elle venait de moi, donc c'était peut-être un peu différent. Et ça s'est plutôt bien passé, du coup. Vous aviez tous les deux quel genre de relation, et sur l'eau et à terre? C'était vraiment d'égal à égal, où il y avait de temps en temps cette relation, le barreur, un peu le chef, et son équipière? C'était comment entre vous deux dans cette préparation? Ouais, il y avait plusieurs phases, mais oui, je pense qu'en fait c'était plutôt le rapport barreur-équipier que homme-femme à bord. Le barreur a toujours naturellement un peu plus le leadership que l'équipier. Mais voilà, tout en ayant, je pense, beaucoup de respect l'un envers l'autre, et c'était plutôt sain. C'était vraiment tourné vers la performance, et donc moi, tant que la critique est tournée vers la performance et pas juste personnelle, ça me convient très bien. Maintenant, tu l'as dit tout à l'heure en début d'émission, tu parlais des quotas. Ce serait quoi justement la mesure à prendre pour qu'il y ait un peu plus de femmes dans ce sport, dans ce milieu? Bonne question. Je sais même pas si j'ai les réponses. Est-ce qu'il faut faire comme pour le CLGP, ou pour la Volvo Ocean Race, ou pour la Transat Mix? Est-ce qu'il faut que ça passe par on impose une règle, il faut qu'il y ait des femmes? Ah oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, si là sur CLGP par exemple, il n'y avait pas la règle d'avoir 3 filles par équipe, on serait clairement pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et voilà, l'équipe de France, je pense qu'elle gère plutôt très bien ça. Moi, j'ai commencé avec eux aux Bermudes, et là, c'est la 4e ou 5e étape, je sais plus. Et déjà, je sens qu'on nous donne plus de responsabilités, on nous fait plus confiance. Enfin, j'arrive à trouver un petit peu plus ma place dans l'équipe. Donc, voilà, à moi de prouver aussi que je peux apporter des choses. Mais c'est sûr que sans le quota, on n'aurait pas été là. Mais voilà, on a cette chance-là, et maintenant il faut qu'on montre qu'on la mérite. Et après, je pense que l'étape suivante, ce serait de pouvoir passer un petit peu plus de temps à avoir les manettes du bateau. Même si j'aime beaucoup mon poste de tacticienne, il y a plein de choses qui me démangent, parce que voilà, à la base, moi aussi j'ai des bouts dans les mains, et il y a des fois j'aimerais bien essayer de faire marcher le bateau. Mais voilà, ça, je pense que ça va venir dans un second temps. Mais en tout cas, j'espère qu'un jour on pourra aussi avoir des heures d'entraînement à des postes un peu plus clés sur le bateau. Je pense que ça arrivera peut-être dans les prochaines années. Mais voilà, déjà c'est top de pouvoir observer aussi de l'extérieur, parce que c'est pas anodin de monter là-dessus. Là, je suis bien contente d'être hier, j'étais bien contente d'être à l'arrière et de pas avoir de responsabilité trop importante. Donc c'est top de pouvoir déjà les observer, essayer d'apprendre
de chacun, et ils sont super ouverts à répondre aux questions et à nous aider, donc ça c'est vraiment top. Et voilà, on va voir ce que dit la suite. Ça ressemble à quoi quand tu prends la barre en sortie d'empannage? Là, on a vu justement lors de cette première journée de compétition dans ce Grand Prix de Saint-Tropez, on s'en souvient, c'était des conditions complètement folles. Ça ressemble à quoi, toi, tes sensations, la femme du bord, la tacticienne qui doit seconder un peu le barreur qui est en train de passer? Ouais, c'est un moment où il faut que je sois à 1000% concentrée, donc. Hier, comme le vent était super instable, j'essayais tout le temps de regarder ce qui allait me tomber dessus quand j'allais récupérer la barre, histoire d'être au courant s'il y avait une grosse risée qui allait nous tomber dessus ou pas. Et non, moi j'aime trop ce moment-là. Ça me fout un coup d'adrénaline de dingue. Et en même temps, j'essaye de faire super attention à juste déjà pas brusquer le bateau parce que c'est le moment où les winchers traversent aussi. Et voilà, il faut blesser personne. Je sais qu'il y a Olivier qui m'a fait un call le matin qui m'a dit bon, tu fais attention, tu vas droit hein, parce que sinon tu nous secoues là. Olivier Herledan qui est wincher à bord du bateau français. Donc j'ai dit ok, je vais vraiment essayer de faire de mon mieux. Donc voilà, j'essaye. C'est quelques secondes, mais j'essaye de bien le faire et de faire en sorte que voilà le bateau continue à avancer, que Quentin traverse sereinement et reprenne sa place et ça y est, c'est reparti sur l'autre bord. Parce que c'est vrai que dans ce circuit, quand l'année dernière, Russell Coutts et l'organisation ont dit bon, il faut qu'il y ait maintenant des femmes à bord. On a senti que c'était quelque chose d'imposé. Donc, bon, sans doute ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là, et ça c'est plutôt une super bonne nouvelle. Est-ce que au début, même si vous n'étiez pas là, vous avez t'as peut-être échangé avec Amélie, il y avait un peu cette sensation de bon ben on est là parce que il faut être là. Peut-être, je mets des guillemets, mais on est toutes pareilles hein, dans tous nos métiers, d'avoir un peu ce syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qu'on fait là? On n'a pas vraiment de rôle. Et on le voit aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Toi, dans ce que tu as pu entendre ou de ce que tu as pu échanger avec Amélie, c'était comment le début et c'est comment aujourd'hui, justement, votre place? C'est une très bonne question parce que je me rappelle d'Amélie au début qui me disait bah, je suis là, mais je sais pas ce que je fais là, quoi. Enfin, clairement, je nettoie les winches et en gros, je remplis les bouteilles d'eau, quoi. Et moi, je sais que je peux pas, enfin, je supporte pas l'idée d'être là juste pour faire joli, c'est inconcevable, quoi. Et je me rappelle même de m'être un peu engueulée une fois avec Quentin en lui disant, enfin, et moi, en fait, je sais faire du bateau, je veux pas être là pour juste tourner en rond et vous regarder naviguer. En fait, si je viens, c'est pour pouvoir faire quelque chose et apporter à l'équipe, quoi. Il me dit, mais tu te rends pas compte, c'est génial et tout. Je dis, non, mais c'est pas du tout génial. Enfin, on a fait les jeux ensemble, on est censé être à peu près au même niveau. Je vois pas pourquoi moi, je serais juste là pour regarder, quoi. Et je pense que après, il a peut-être dû comprendre un peu pourquoi j'avais dit ça, mais c'est vrai que c'est toujours, je pense que pour les hommes, c'est compliqué de comprendre que nous aussi, on veut notre place et qu'on a envie de montrer ce qu'on sait faire. Mais du coup, là, le pas a été... Puis que vous la méritez aussi. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est sûr que l'évolution a été énorme et je pense qu'Amélie, ce serait la mieux placée pour en parler. Mais maintenant, on est vraiment à bord, on sent qu'on est écouté, on fait partie de l'équipe, quoi. Et ça, c'est super satisfaisant. Et voilà, moi, je me sens à l'aise à donner les infos quand j'ai besoin de les donner sur l'eau, à aider quand je peux. Je pense qu'on prend notre place petit à petit. Et même Amélie, ce week-end à Saint-Tropez, elle navigue avec l'équipe américaine et je pense qu'ils sont super contents de sa performance. Ils voulaient même l'embaucher. C'est ce qu'a dit James Pitty là, en zone mix. Il a dit on va essayer de la débaucher. Hein, attention. C'est ça. Il essaye de lui trouver un passeport américain. Donc ça prouve bien que voilà, on amène toute notre plus-value et ça fait super plaisir, quoi. Bah, c'est ça en fait. Moi, ce qui me fascine et que je trouve beau hein, quand je vous vois, vous les femmes de l'équipe, c'est cette vraie confiance en vous et puis ça se voit, ça émane de vous quand Quentin Delapierre dit, on lui pose régulièrement la question évidemment, le rôle de Manon, la tacticienne derrière, est-ce que son poste est vraiment essentiel? Et Quentin répond mais arrêtez de me poser cette question. Elles ont peut-être le poste le plus important du bord puisqu'elles ne voient ce que moi je ne vois pas. Et puis surtout avec Manon, vous vous connaissez tous les deux par cœur évidemment, elle me déroule le bord suivant, elle a déjà fait la tactique, elle anticipe à long terme, et puis elle a une capacité de lire le vent qui est phénoménale. Alors ça, à chaque fois il nous dit ça, Quentin, donc c'est quand même quelque chose qui est
qui est beau à voir et qui est inspirant, je trouve, pour aussi les autres jeunes femmes, de vous voir bien à votre place. On vous sent bien à votre place. Ouais, c'est sûr. La première étape, c'est toujours compliqué parce que, en fait, il y a tellement de choses à découvrir dans ce milieu. Enfin, on parle quand on arrive à la tente le matin, qu'il faut préparer le bateau, installer les foils, aller le mettre au mouillage. Enfin, déjà, tout ça, c'était des étapes pour moi. J'ai appris plein de choses et il fallait s'adapter, essayer de trouver sa place là-dedans, parce que les garçons avaient leur routine sans nous et comment nous on pouvait trouver notre place pour aider déjà dans toute cette préparation en fait, parce que on navigue 3 heures par jour, mais le reste on passe 4 ou 5 heures à faire de la manute au final. Donc même là, il faut trouver sa place et être serviable parce que voilà, tout le monde doit participer à la tâche. Et au fur et à mesure, c'est sûr que j'ai pris un peu plus confiance et je pense que c'est aussi grâce à l'équipe parce que j'ai vu qu'ils étaient contents de ce que je leur apportais. Et je pense que s'il y avait eu de la distance entre moi et les garçons, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais là, j'ai l'impression et j'espère qu'ils sont contents en tout cas que je sois à bord avec eux. Et quand on en parle, j'essaye de poser des questions pour savoir ce que je peux faire un peu de mieux. Voilà, j'arrive en cours de route, donc à moi de rattraper le train en route. Mais en tout cas, ils mettent beaucoup là-dedans et c'est sûr que ça aide à gagner en confiance, quoi. Dans les débriefings, y a pas de problème. Tu oses intervenir. On te donne la place qu'il faut et la parole qu'il faut. Oui, mais après les briefs et les débriefs sont souvent un peu plus tournés vers les aspects techniques. Donc là, j'ai un peu moins moi mon mot à dire parce que je suis que pour le coup passagère et vraiment j'ai vraiment la tête dehors et beaucoup moins dans le bateau. Mais oui, quand j'ai quelque chose à dire, j'essaye de le placer. Tu nous as parlé de ton plaisir et de ce shoot d'adrénaline que c'est de récupérer la barre quelques secondes. Quand on te voit revenir aussi de l'eau après une journée d'entraînement où vous avez été à plus de 50 nœuds, que ça a été complètement fou. Nous, on a presque un peu peur pour vous. Et en fait, toi, quand tu reviens, c'était trop génial, je vais y retourner. C'est quoi ton kiff sur l'eau, sur ces bateaux-là en particulier ? Comment tu décrirais ça ? Ouais, comment décrire ça ? Déjà, c'est la force que le bateau décuple avec même les journées où il n'y a pas de vent. C'est juste hallucinant. Enfin, c'est les machines les plus performantes qui existent sur l'eau aujourd'hui. Et moi, j'ai les fesses là-dessus, quoi. J'ai ma place sur ces bateaux-là. C'est juste incroyable. Enfin, franchement, il y a plein de fois sur l'eau, je suis en train de me dire, mais où t'es là ? T'es où ? T'es sur le bateau le plus dingue qui existe, quoi. Et c'est vrai que, en fait, c'est un tout. C'est la vitesse est impressionnante, mais c'est aussi moi ce qui me donne le plus de plaisir, c'est les manœuvres et par exemple le bord juste après le départ où là les bateaux sont tous à touche-touche et ça va à je sais pas de combien de kilomètres-heure de vitesse et ces moments-là ça hérisse le poil, quoi. C'est juste hallucinant. Et c'est clairement ça, c'est de l'adrénaline pure, je pense. Hein. C'est comme les gars qui vont faire du saut en parachute ou des choses comme ça. Et puis, ce qui est aussi super stimulant, c'est l'aspect régate, quoi. Moi, j'ai toujours adoré ça. Et là, je prends vraiment beaucoup de plaisir à sortir la tête du bateau, contrairement au Nacra où c'était plus moi qui devais faire marcher le bateau, donc régler les voiles et tout ça. Mais j'étais toujours un peu frustrée parce que j'aime beaucoup aussi plutôt tactiquer. Et là, j'ai le temps de le faire, de vraiment regarder ce qui arrive, d'essayer d'anticiper. Et du coup, je m'amuse un peu toute seule à vraiment regarder ce qui se passe autour, quoi. À la longue et peut-être à plus court terme, on verra. Ce serait quoi le bonheur d'avoir un équipage et un circuit qui soit 100% féminin ? Ce serait bien, ça ? Je sais pas. Je suis pas pour le 100% féminin forcément, sans être contre, hein, mais pour moi, le mix, c'est la meilleure des combos parce qu'on est tous super complémentaires. Et j'ai l'impression que faire du mix, ça amène le meilleur de chaque caractère, quoi. Parce que voilà, dans un milieu d'hommes, il y a souvent un peu le concours du plus fort. Et chez les filles, ça peut aussi faire des histoires sans rentrer dans les clichés. Mais moi, j'ai l'impression que quand on est mixé, c'est là qu'on est les meilleurs. Donc... Non, je pense que des équipes mixtes, ça pourrait être vraiment super intéressant. Et peut-être ça pourrait aussi faire une bonne transition pour pourquoi pas après des projets 100% féminins, mais pourquoi pas nous former avec quelques gars à bord et après au fur et à mesure nous laisser
la main, je pense que ça peut être une bonne solution. Manon, tu as décidé de pas te préparer pour les Jeux Olympiques de 2024 à la maison. Pourquoi ? Parce que de préparation olympique, ça use, ça prend trop de temps sur la vie perso, parce que c'est trop compliqué de devoir gérer les deux. La décision, elle s'est prise. On a recommencé à s'entraîner avec Quentin pour l'hiver dernier pour préparer Paris, mais je pense qu'au fond de moi, je me suis un peu menti. J'y suis retournée par pur orgueil parce que j'étais vraiment déçue de ma place de 8e à Tokyo. Et le projet de CSGP avec Quentin, c'était clair que ça allait lui prendre beaucoup de temps s'il voulait le faire bien, et je pense qu'il le fait très bien. Donc objectivement, voilà, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit que ça allait pas le faire, quoi. Et en plus, c'était du coup pour moi compliqué de prendre du plaisir à naviguer, et clairement ça rend pas performant moi en tout cas, je sais pas être performante si je m'amuse pas sur l'eau. Et sauf que voilà, c'est difficile de se l'avouer quand on a fait que ça de ces 10 dernières années. Et ça n'a pas été simple sur le moment, mais j'ai aucun regret aujourd'hui. Je suis juste super contente de pouvoir continuer à naviguer sur ces projets-là. Je pense qu'on nous répète beaucoup trop que l'olympisme, il y a que ça, c'est le seul circuit où il y a le meilleur niveau du monde, et quand on se retrouve là à naviguer contre des Bennetsley, des Spitil, on se dit ouais, je pense qu'en fait là il y a le combo de à peu près tout ce qui se fait de mieux. Et du coup, je prends tout autant de plaisir, voire plus maintenant, à naviguer ici et à surtout réapprendre beaucoup de choses, en fait. Même si en olympisme on apprend tous les jours, là on découvre vraiment un nouveau milieu. Il y a plein de choses à apprendre, et ça c'est quelque chose qui me stimule aussi beaucoup de me mettre un peu dans une zone où je suis en difficulté parce que je sais pas faire, et de devoir apprendre. J'aime bien, ça me challenge assez. Manon, ton compagnon, il est néo-zélandais. Tu l'as ramené à La Rochelle, bravo. Et oui. Il est régatier, lui aussi. Il a fait de l'olympisme, lui aussi. Il est ici sur le circuit de CLGP. C'est plus facile de partager sa vie avec quelqu'un qui a le même rythme de folie que soi. C'est comme ça que ça marche. Comment est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre tous les deux, et puis surtout quand on est une femme aussi? Ouais, je pense que moi je suis super contente de partager ma vie avec cette personne, parce que voilà, on comprend tout ce que fait l'autre, en fait. Il y a pas de questions à se poser, il y a pas de pourquoi tu pars aussi longtemps, moi je m'ennuie à la maison. Enfin voilà, on sait pourquoi l'autre fait ce qu'il fait, et je m'en suis surtout rendu compte quand lui a pas été sélectionné pour les Jeux de Tokyo. Ça a été un moment assez dur où c'était pendant le Covid, et lui avait plus de projet, et le voir s'ennuyer à la maison, il y avait rien de pire que ça, en fait. Et moi je préfère ne pas le voir et savoir qu'il est heureux à naviguer partout sur la planète, plutôt que de le savoir triste à m'attendre à la maison. Donc voilà, même si on se voit moins longtemps, au moins on est content de partager tout ça ensemble, et puis c'est plus facile pour se comprendre, et puis c'est sympa de débriefer de nos journées aussi de temps en temps, même si on essaye de couper aussi un peu de la voile quand on rentre chez nous, et d'avoir une vie plus normale. Mais non, c'est juste trop génial de pouvoir partager ça. La vie perso, elle arrive à exister quand même malgré des préparations olympiques. On va rappeler aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est tout le temps sur la route, tout le temps dans son camion, tout le temps dans un ferry qui vous emmène je ne sais où pour aller s'entraîner, je ne sais où pour aller régater. Ça s'arrête jamais. Je pense que le nombre de jours où vous êtes à la maison, il se compte sur les doigts les 2 mains, peut-être fois 2, et les pieds peut-être aussi, mais c'est très très peu. Ça prend une place folle. On arrive à se faire sa petite bulle de vie perso, où on se dit on la fera après, la vie perso. Ouais, clairement, l'olympisme, ça laisse pas beaucoup de place du tout à la vie perso. Et encore une fois, c'est maintenant que j'ai arrêté que je m'en rends compte. Je me rends compte qu'avant, quand j'allais boire des verres avec mes potes ou quoi, j'étais pas vraiment là. Enfin, je profitais moins du moment, alors que maintenant, je suis beaucoup plus relax, et je pense que je profite beaucoup plus de ces moments. Et c'est vrai que ça me fait du bien aussi on a acheté un appartement, par exemple, ça fait 4 mois que je le rénove du sol au plafond, et c'est trop génial, en fait. C'est là que je me rends compte qu'il n'y a pas que le bateau dans la vie, et que j'aime bien faire beaucoup de choses différentes. Et du coup, ce projet-là de CIGP, il est assez compatible, parce qu'il me laisse quand même du temps pour
pour créer des choses à côté. Alors quand j'avais 20 ans, c'était cool de faire que ça, mais ça y est, 30 ans, je suis contente d'avoir un chez moi et de me dire qu'il y a des choses qui s'actent aussi à côté du sport. Et je pense que les choses tombent au bon moment. C'est le karma. Il est bon. Ouais, en ce moment, il est bon. Quand on pense sport de haut niveau et femmes et sport de haut niveau, il y a évidemment la question de la maternité qui revient toujours. Et quel que soit le sport, si je puis dire, et puis la voile, c'est vrai que c'est assez particulier. Est-ce que toi, pardon, maintenant je vais y arriver. Hein. Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on se dit qu'il faut faire des sacrifices? Si tu regardes Charline Picon, par exemple, ou Camille Lecointre, dire bon, bah, finalement, elles y arrivent aussi. Cette question-là, elle tourne comment dans ta tête par rapport à ta carrière, justement, et au temps que ça occupe? Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qui tourne dans ma tête et qui a pas de réponse parfaite, en fait, parce que dans tous les cas, il y a un moment où on va devoir quitter le circuit et on n'est pas persuadé de retrouver notre place quand on aura eu notre enfant. Je pense que c'est plus simple pour des projets comme celui de Charline qui était toute seule et qui avait déjà eu sa médaille, donc quelque part, elle avait déjà vraiment validé quelque chose et surtout, elle mettait personne en attente à côté, donc c'était peut-être un peu plus simple. Après, encore une fois, je pense que c'est une question de timing et puis il faut... Enfin, dans tous les cas, ce sera pas des choses de perdues parce qu'il y aura, à la fin, ce sera des belles histoires, mais c'est vrai que c'est compliqué de se dire... Enfin, là, moi, je suis super contente d'être dans ce projet-là et ça me ferait un peu mal de devoir le quitter et de pas être sûre de pouvoir y revenir après une grossesse. Donc, c'est des choses un peu compliquées. Et en tout cas, j'espère que les équipes sont capables de prendre ça en compte objectivement et de se dire que il n'y a pas de raison... on peut avoir un an off et revenir tout aussi forte après. C'est ce qu'on a vu avec Camille Lecointre et Charline. Quand elles sont revenues, elles étaient encore plus fortes. Elles ont récupéré des médailles. Et pour ça, je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment impressionnant. Quand tu regardes... alors, tu n'as que 30 ans, tu es toute jeune encore. Mais quand tu regardes tout ce par quoi tu es passé, tout ce que tu as accompli, et puis tu nous le disais de se dire... Je suis sur un F50, là, c'est quand même... j'ai de la chance, là, j'y suis. De quoi est-ce que tu es le plus fier, en fait? Et puis, au-delà de ça, quand tu te dis, je suis arrivée là, qu'est-ce qui t'a fait arriver là? Qu'est-ce qui t'a fait tenir? C'est quoi ton trait de caractère qui fait que, outre ton talent, ton trait de caractère qui t'a emmené jusqu'ici? Mon trait de caractère, je sais pas, je dirais la persévérance et puis surtout suivre ses envies, quoi. Moi, je suis persuadée que la vie, il faut la remplir d'expériences incroyables et il faut saisir toutes les opportunités. Et c'est pour ça que j'ai aucun regret aussi d'avoir changé de projet, d'avoir arrêté l'Olympisme. C'est que là, je repars dans un truc complètement dingue, en fait. Et ça fait toujours un peu peur de devoir arrêter parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver après. Mais là, c'est juste trop génial. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de super important. Ça, vouloir toujours aller de l'avant et dire oui à chaque opportunité qu'on nous donne. Sans avoir ce fameux syndrome de l'imposteur. Ouais, bon, je pense que je l'ai un peu de temps en temps, on va pas se mentir, mais parce que c'est facile à dire après, mais sur le moment, c'est super dur et j'ai eu 1 ou 2 mois après l'arrêt de l'APO qui ont été compliqués. Mais voilà, enfin, je pense que la vie c'est pas une ligne droite, il y a plein de virages et c'est juste pour mieux accélérer et là c'est le cas de le dire. C'est juste trop génial d'avoir... Enfin, je regrette aucun choix et je suis juste trop fière de pouvoir dire que je suis mon feeling et je remercie mon copain aussi et ma famille qui me poussent tout le temps à suivre mes feelings, même si je dis pas oui tout le temps du premier coup. Parce que j'en connais un qui m'a poussé longtemps en me disant « T'es sûre que t'es heureuse de faire ce que tu fais ?» Là, je suis « Oui, si, je suis sûre, ça va revenir. » Je voulais juste être performante sans penser vraiment au côté plaisir de mon sport et je me voilais complètement la face. Donc encore une fois, suivre son instinct, c'est super important, je pense. Et quand j'arrive à le faire, je suis plutôt fière de moi. Même sur l'eau, c'est un peu la même chose que de faire de la tactique, en fait. Merci Manon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les
les prochains mois qui arrivent? Alors déjà, on va essayer de faire une super journée aujourd'hui sur la deuxième étape la deuxième journée de Saint-Trope. Et puis après ça, me souhaiter plein d'expériences différentes, toujours pareil, que ce soit en voile ou même dans la vie perso ou pro à côté. Voilà, j'essaye d'avoir aussi un peu d'autres projets pour me stimuler et remplir un peu les temps morts entre les étapes. Donc, non, être toujours au taquet et faire plein de choses. Et tu dirais quoi aux petites jeunes et aux jeunes filles qui ont envie de faire du bateau, qui commencent à faire du bateau, qui osent pas, qui osent peu? Osez justement, osez. Et si vous sentez que c'est ça que vous avez envie de faire, surtout parce qu'il faut surtout pas se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas. Il faut y aller à fond et même si des fois c'est dur et ça pique, il faut persévérer, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut surtout pas s'entourer de personnes nuisibles, ça c'est super important. Et ouais, l'instinct c'est trop important. Enfin moi je sais que peut-être que la moitié du temps je l'écoute pas, mais quand je l'écoute j'ai raison en fait. Et au fond de nous on les a les réponses, donc il faut juste y aller quoi. Et ouais, la vie est trop courte pour se faire chier à faire des choses qu'on n'aime pas. Donc allons-y au taquet quoi. Merci Manon Odinet, femme d'instinct. Donc voilà, on va rester sur ça parce que ça te va plutôt bien. Manon, merci beaucoup d'avoir été notre invitée dans ce nouvel épisode de Navigante et on te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.